Est-ce que tu sais, rétrospectivement, pourquoi tu voulais entreprendre ? Make a dent in the universe. C'est pas ça qu'ils disent dans... Bienvenue sur le podcast Yaniro. Je m'appelle Alexis Eve et toutes les 2 semaines, je discute avec un entrepreneur qui pose pendant quelques minutes son costume de super-héros. Aujourd'hui, c'est un épisode très particulier car c'est le dernier de la saison 1. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. La bonne nouvelle, c'est qu'on bosse dès maintenant sur la saison 2 et qu'on va vous proposer quelque chose avec son lot de nouveautés dès la rentrée. On aimerait beaucoup vous impliquer dans cette saison 2 et dans ce qui devrait y figurer, mais ça on en reparlera dans un autre petit communiqué audio. Donc ce que je vous propose, c'est juste de suivre ce qui va sortir comme nouvel épisode, et il y aura un prochain épisode qui n'est pas un nouvel épisode, mais plus une manière de discuter avec vous de la saison 2. Pour revenir à cet épisode final de la saison 1, il est particulier car c'est un épisode qui a été tourné en live chez notre partenaire Lafayette Plug and Play. Donc on remercie chaleureusement pour avoir rendu ça possible. Et je ne vais pas vous parler de ce qui se dit pendant cet épisode, je vais juste vous dire que c'est Romain Sarels et qui a eu la transparence de nous raconter tout son parcours d'entrepreneur, les hauts, les très bas, et ce devant un parterre de start-up qui était vraiment en attente de son parcours et qui ont pu lui poser toutes les questions qu'elles avaient juste après l'interview. On le remercie énormément, je vous invite à l'écouter en entier car c'est passionnant, et écouter le prochain épisode pour savoir ce qui se passe sur la saison 2. D'ici là, moi je vous laisse sur cette saison 1. Je vous remercie énormément, tous celles et ceux qui ont écouté, qui ont laissé des commentaires 5 étoiles. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour la saison 2, et d'ici là, bonne écoute. Je te propose de commencer. Tu veux réagir déjà ? Je vais faire une transition excellente. Il y en a peut-être qui l'ont parcouru, puisque j'ai écrit un billet quand j'ai fermé la boîte il y a un an, un peu plus d'1 an, dans lequel j'ai écrit « Il est temps de vous dire merci ». Et dans la liste de tous les gens que j'ai rencontrés, qui m'ont apporté et autres que j'ai remerciés, et ce qui a choqué le plus de monde finalement, dedans j'ai remercié tous mes soignants. Dedans, et effectivement, et ça fait une bonne transition pour m'en sortir. Alors j'avais la chance, j'ai un père qui était médecin généraliste, donc j'avais déjà, on va dire, des bonnes bases, et il n'était pas très loin, voilà. Je vais être très clair, je pense que c'est ce qui m'a permis d'éviter parfois certains produits et certaines choses, mais à côté, j'ai aussi eu psychologue, j'ai eu coach et autres, et quand tu parles de psychanalyse et tout ça, ça me fait rire parce qu'effectivement, ce qui a le plus choqué les gens, j'ai remercié mes concurrents. Je me disais, il y en a qui vont se dire, ouais, le mec, il est malade, il remercie ses concurrents, machin. Non, tout le monde me dit, mais quand j'ai vu là, t'as remercié les soignants. Je fais, bah ouais, parce que sinon, franchement, j'aurais glissé. Donc, en 2 mots, Romain Sarels, 34 ans aujourd'hui, marié, 2 enfants. Ça, c'est les choses qui sont bien, qui continuent, donc tant mieux. J'ai fait le SCP, en fait, je suis rentré en 2004 à l'ESCP. En 2006, j'ai rejoint mon cousin par alliance sur une première boîte, en fait, de développement d'applications web. Et très vite, quelques mois après, on a lancé un projet qui s'appelle, puisque le site tourne encore, Pubeco. Pour faire simple, on a été les premiers à faire du Web to Store, Drive to Store, avant que l'iPhone existe. Alors que Facebook était réservé à quelques happy few et ça commençait à s'ouvrir aux écoles françaises. Voilà, donc je resitue pour montrer un peu le côté innovant, ce qui nous a amené 3 grandes étapes. 2006-2010, étudiants entrepreneurs, traversée du désert, parce que les écoles de commerce françaises, les écoles tout court, ne s'intéressaient pas forcément à l'entrepreneuriat à ce moment-là. La crise m'a beaucoup aidé de ce côté-là. 2010-2012, décollage, on est passé de 50 000 euros de chiffre d'affaires à 1,8 million en étant rentable. On sortait près de 300 000 euros de rentabilité en 2012. Donc quand vous avez galéré pendant quelques années, ça fait plaisir. Levée de fonds, j'avais tout préparé. On lève 2,5 millions en equity et en dette. Et alors à l'époque c'était beaucoup, parce qu'aujourd'hui c'est un tour de business angel, j'en ai conscience, mais excusez-moi. Faut remettre un peu de montant, c'était autre chose, avant l'inflation, tout ça. Déjà, j'ai commencé par l'iPhone n'existait pas, donc t'imagines. Quelques semaines, quelques mois après la levée de fonds, plein de changements de secteur, notamment les principaux, avec Google et Facebook, qui se sont beaucoup lancés dans la pub, à destination des magasins offline. Et je vous la fais très très simple, on est passé de plus de 5 millions de visiteurs par mois sur le site à moins de 2 millions en quelques semaines.
Et à partir de 2014, moins 25% de chiffre d'affaires tous les ans, sans pouvoir rien faire, alors qu'on était parti sur une croissance théoriquement exponentielle. C'est ce que j'appelle la descente aux enfers, vraiment, pour en reparler dessus. Et puis, 2-3 tentatives de pivot, de retournement, machin, mais c'est toujours compliqué de mettre un pansement sur une jambe de bois en essayant de lancer quelque chose de nouveau. 2016, je décide d'arrêter, mais je sais pas comment. Ça, on y reparlera parce que voilà, c'était très compliqué, parce qu'en plus j'avais toujours du cash, mais je me dis on n'y arrive plus. Et j'ai fait une petite parenthèse là, puisque j'étais loqué par le pacte d'associés, je pouvais rien faire d'autre que continuer ma boîte, enseigner, je l'ai fait, ou faire de l'immobilier, comme j'avais pas d'argent à investir, voilà. Puis enseigner, ça rapporte pas beaucoup non plus. Et donc du coup, j'ai fait un truc, parce que ça a toujours été important pour moi, je me suis présenté en candidat indépendant aux élections législatives. Je suis parti un peu avant Macron. Je n'ai pas rejoint Macron, sinon je serais devant vous avec une autre casquette, je pense. Mais ça m'a surtout permis, en fait, pendant quelques semaines, à nouveau, de bosser, on va dire, me faire mes 7-8 heures sur la boîte, de faire mes 8-10 heures, voire plus, sur la campagne, et de me rendre compte que j'arrivais à nouveau à ne dormir que 3-4 heures par nuit, à jongler surtout la vie perso, la vie pro, les engagements politiques, et qu'en fait ça tournait. Alors qu'avant ça, j'avais plus aucune énergie et je me demandais vraiment si j'étais capable de faire quelque chose. Et du coup, la défaite électorale m'a donné le courage, c'est un peu paradoxal mais j'insiste, la défaite électorale m'a donné le courage de fermer la boîte en me disant, après la boîte, tes perspectives c'est le RSA, puisque comme j'ai entrepris en étant étudiant, j'avais rien. Et j'ai décidé de fermer la boîte après avoir tout essayé en revente et autres en décembre 2017. Liquidation prononcée par le tribunal en mai 2018, le 9 mai 2018. Et depuis, je travaille dans un formidable cabinet de conseil. Je ne sais pas si j'ai le droit de faire de la pub, mais bon. Donc j'ai fait 2-3 petits trucs et là je me reconstruis et j'insiste. Et petite question, qui a eu une expérience salariée avant d'entreprendre ? Ok. Bon, alors je vous dis un truc, moi je l'avais pas eu avant. Je vous promets, j'ai choqué des collègues en disant ça, mais un jour je leur ai dit, mais c'est tellement facile d'être salarié, alors qu'il y a de la difficulté, on parle de difficulté au travail et autres, mais je vous promets, juste une chose, l'effet euphorique que me donne mon salaire, qui je pense pourrait être largement supérieur, mais malgré tout, l'effet euphorique que me donne la facilité de recevoir mon salaire à la fin du mois, me permet, jusqu'à la moitié du mois suivant, d'être bien dans ma tête, alors qu'il y a encore 3-4 ans, même pas, 2 ans et demi, 3 ans, le 15-20 du mois, je me posais la question en me disant, ok, ce mois-ci, combien j'ai de salaire à verser, combien ça fait de cotisation, faut que j'envoie ça au comptable, faut faire le prélèvement, et le premier du mois, je me disais, bon, ce mois-ci est passé, qu'est-ce qu'on fait le mois suivant ? Et je vous promets que entre la deuxième quinzaine du mois, a rien à voir quand on est salarié ou quand on est entrepreneur. Je partage une petite anecdote sur ce sujet, parce que donc moi j'ai été aussi salarié avant d'être entrepreneur. Je me rappelle, alors c'est un peu l'anecdote de la loose, hein, mais je vous la partage quand même. Tu feras pas pire que moi. Oh, c'est pas grave. Mon premier stage, j'étais déjà farouchement indépendant, le côté un peu sale gosse, et j'étais un junkie de liberté. Donc je disais, ah oui, mais alors donnez-moi de l'autonomie, laissez-moi faire les choses, etc. Et je me rappelle très bien qu'il y a un jour où j'ai compris, alors c'est pourtant une évidence totale, mais tant que j'étais pas dedans, je l'ai pas mangé, que, en fait, l'autonomie s'accompagnait nécessairement de la responsabilité. C'était bien sûr que, ok, vas-y, tu veux faire ça, tu veux être libre de faire ça, fais-le. Ça a planté, voilà, c'est de ta faute. Quoi ? Mais non, mais j'aimerais bien, oui, j'ai bien compris, t'aimerais bien juste faire ce que tu veux et que ça soit pas de ta faute. Et en fait, ça me fait vraiment penser à ça, le côté entrepreneur où peut-être que quand on est salarié, il y en a beaucoup qui rêvent sur, ah ouais, mais la vie serait tellement plus simple si j'avais la liberté d'être entrepreneur, les startups, les baby-foot, tout ça, les poufs. Oui, très bien. Et aussi la compta, le stress de si tu bosses pas, il se passe rien, enfin, etc., etc. Donc effectivement. Alors il y a un parcours qui est où tu as globalement vécu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, y compris plusieurs nuances de noir, j'ai cru comprendre. Moi ce que je te propose c'est peut-être de reprendre un peu ton état d'esprit à différentes époques, sur différents chapitres, parce qu'en essayant de te remettre un peu
vraiment les chaussures dedans, parce que c'est très intéressant de voir l'histoire quand on en a entre guillemets la fin d'un chapitre ou la fin d'une ère, mais c'est très intéressant de se replonger dans notamment par exemple l'époque 1 qui est la grosse galère, la traversée du désert que un peu n'importe quel entrepreneur connaît, parce qu'au début quand on sort quelque chose de terre il n'y a rien, puis la phase un peu grisante de ça marche bien, et peut-être des fois s'autoriser à penser waouh, je fais quelque chose de super, et puis les phases d'après. Ouais, ce qui est très intéressant, et clairement aujourd'hui je sais, même si je vais beaucoup mieux qu'il y a un an, je sais que je suis pas prêt à réentreprendre, parce que la première phase, j'étais invincible dans ma tête. Mais vraiment, 2006-2010, complètement invincible. Je peux faire un parallèle récemment avec... j'ai fait mon demi-Ironman, j'ai fait un triathlon longue distance, et à l'arrivée, j'étais épuisé, j'arrivais plus à avancer. Et pourtant, je dis à ma femme, mais je t'assure, je vais bien. Et elle me dit, non mais attends, c'est un mélange de t'es épuisé, mais tu t'es jamais donné à fond, qu'est-ce qui se passe et autres. Aujourd'hui, je sais que si j'entreprends, je serai dans cette mentalité-là, c'est-à-dire que j'arriverai pas à me donner à fond, parce qu'entre 2006 et 2010, j'étais étudiant, j'avais globalement le système éducatif contre moi, parce que c'était d'abord termine tes études. Mais moi, je me rêvais en Zuckerberg, c'était Steve Jobs, Stay Hungry, Stay Foolish. C'était ça, moi, ma vidéo que je vous invite à aller voir. Elle me donne encore des frissons quand je la regarde. Et vraiment, moi, je me disais, rien à foutre, je drop out, c'est aucun problème. De toute façon, ma boîte, des millions. Et puis, même si ça marche pas, je ferai comme Jobs. Regardez, il est revenu 15 ans après, il va faire le truc et machin. College dropout, moi aussi, je peux, pourquoi pas. Voilà, c'est exactement ça. Et pourtant, j'avais déjà payé, mes parents avaient déjà payé 2 ans, donc j'avais le système éducatif contre moi, j'avais mes parents contre moi. Ça m'a fait rire sur les ordinateurs, parce qu'à l'époque, j'ai retrouvé des photos de moi que mon ex avait pris. En fait, j'avais 3 écrans face à moi. J'avais 2 téléphones, j'avais mes 2 ordinateurs, et je bossais entre Paris, Berlin, Madrid. Est-ce que tu avais une oreillette Bluetooth pour nous remettre dans le passé? Non, j'avais le kit main libre, et je perdais un peu de points de temps en temps mais c'était plus cool à l'époque, au volant. Mais et tout ça, donc j'étais un peu partout avec une boîte à Orchy entre Lille et Valenciennes, mais je me sentais indestructible. Et pourtant, je l'ai dit, et c'est comme ça que je l'ai résumé, traverser du désert. Ça avançait pas. Ce qui m'a permis de tenir, et ce qui m'a pas fait lâcher, c'est vraiment que je me fixais des objectifs et des paliers. Et pour la petite anecdote, les premières fois que j'allais voir des prospects potentiels, c'est top ce que vous faites. Bon, revenez quand vous aurez lancé le service. Je revenais, j'avais lancé le service. Ah, génial. Revenez quand vous serez à 1000 utilisateurs. Revenez quand vous serez à 10 000. Revenez quand vous serez à 100 000. À 100 000, j'ai arrêté d'aller les voir. Et quand ils ont entendu parler de moi, et en fait, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, vous êtes à combien? Je suis presque à 1 million. Ah, mais attendez, il faut qu'on fasse quelque chose tout de suite. Donc, ces paliers-là m'ont vraiment permis de tenir et d'avancer. Ensuite, il y a eu la période 2010-2012. Ça a décollé. Ce qui est très étrange, c'est qu'en fait, ça a été la période... alors, tout à la fin, je me sentais vraiment imposteur. Et je reviendrai dessus. Mais on sent bien... Et alors en France, c'est un gros sujet sur l'accélération. C'est à ce moment-là que les fonds veulent mettre quelqu'un et autre. Moi, à cette époque-là, j'avais pas d'autres actionnaires que la famille. Donc j'étais tout seul. On avait fait des levées de fonds. On faisait des levées de fonds de 50 000 € par an. En gros, tous les ans, ça faisait partie des trucs. J'allais voir la famille et je leur disais, bon, je vous promets, ça va fonctionner, ça va fonctionner. Pour la petite anecdote, en 2009, je suis allé les voir et je leur ai dit, j'arrête, je cherche du boulot, je venais d'avoir mon diplôme, ça n'a pas avancé. Et c'est mon père qui m'a dit, mais attends, ça fait 4 ans que tu nous dis, là les signaux sont positifs, mais là j'étais un peu usé clairement. Et c'est la famille qui m'a dit, non mais allez, on remet 30 000 et on voit si ça tourne. Et après, j'ai pu avancer dessus. Et sur la période 2010-2012, ce qui est assez bizarre, c'est qu'à un moment donné, tout décolle, tout fonctionne. Je vais pas dire tout s'aligne, parce que ça, pour que tout s'aligne, souvent c'est par vraiment un vrai travail, une vraie stratégie de ce côté-là, mais il se passe des choses positives que vous n'arrivez pas vraiment à comprendre, et vous vous dites, mais pourquoi ça marche maintenant, alors que ça aurait pu marcher il y a 3-4 ans, enfin, vous voyez pas les choses plus de ce côté-là. Alors là, tout le monde tourne autour de vous, et j'oublierai jamais, en fait, j'ai eu, parmi les quelques mentors, j'ai une mentor exceptionnelle qui est Corinne Leibovitch, qui à cette époque-là était la patronne de leguide.com. Et un jour, Corinne m'a dit, mais tu sais, plus les gens sont visibles dans la presse, plus derrière ça va pas. En vrai. Et ils gagnent des prix, ils font des trucs et tout ça. Et moi, le paroxysme, quand je vous parlais de l'imposteur, ça a été en 2013. Je fais la levée de fonds en 2012.
19 février 2013, c'est le jour de mon anniversaire, je vais voir le fonds d'investissement et je leur dis « on a un problème ». J'avais les pétoches, mais quand je vous dis, en fait, en gros, je pensais qu'ils allaient annuler rétroactivement la levée parce qu'en fait, on avait eu des changements d'algorithme et je me suis dit, mais ça arrivait tellement vite. En gros, c'est arrivé un mois après la levée de fonds, à peine. Je me suis dit, ils vont se dire que je savais le truc, que c'est pour ça que j'accélérais la levée de fonds et je vous passe les détails, mais il y a des clauses dans les levées, si vous avez caché, enfin, on peut les reprendre pour dol, machin, il y a différentes choses. Et là, ils me regardent, ils me font, ah non, mais on savait que ça allait arriver, t'inquiète pas. Bon, alors là, c'est un peu... Mais ouais, quand on a fait notre due deal, on en a parlé à des gens de chez Google, blablabla, ils nous ont dit, on va se mettre dans le secteur. Bon, comme toi, on pensait que ça allait arriver plus tard, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai le fonds avec moi, bon, ok, mais tout pète. Je vous passe les détails. Le directeur commercial, en fait, confond sciemment ou pas, je vais lui laisser le bénéfice du doute, la différence entre bon de commande émis et bon de commande signé dans ses rapports. Donc c'est un peu compliqué à un moment donné. J'ai EY, qui est comptable, cabinet haute, qui vient me voir et qui me dit « Romain, ça fait 5 ans qu'on te suit, on a vu ta levée et autres, formidable, on voudrait que tu concours pour le prix de l'entrepreneur de l'année. » Je les regarde, je leur dis « Bah non, je peux pas. » Ils me disent « Mais pourquoi ?» Je dis « Bah parce que les chiffres sont en train de dévisser et là, l'année 2013 va être moins bonne que l'année 2012 et je sais pas du tout où je vais. » Et ils me répondent « T'inquiète pas, on n'est pas là pour juger ce qui va se passer demain, on est là pour juger le parcours, on t'a suivi, on a vu, il n'y en a pas beaucoup comme toi qui ont rien lâché, donc on voudrait vraiment que tu fasses le truc. » Je fais ça, arrive ce qui devait arriver, je gagne le prix. Préfecture du Nord, 3 octobre, c'est 2 jours avant la naissance de ma première fille, donc je ne peux pas l'oublier, 3 octobre 2013, je reçois le prix. Et je vous promets, à ce moment-là, je ne savais pas du tout, il y avait tous les salariés qui étaient plus au courant, enfin on essayait, on cherchait la suite. Je reçois le prix et sur scène, je vois encore ce dédoublement de personnalité, mais vraiment, il y avait moi qui étais applaudi et il y avait moi derrière qui savait que le lendemain, c'était je reste poli, total, parce que je savais pas du tout quoi faire. Et tout le monde, ouais, c'est génial, machin, vous allez pas expliquer, ouais, je viens de gagner un prix, mais vous inquiétez pas, je sais pas ce qui se passe après-demain. On est peut-être plus là. Le prix est jusqu'à 2013. Je vous garantis que ce qu'il y a après, je ne sais pas encore si je le mérite. C'est exactement ça. Et je vais pas faire d'autres trucs, mais typiquement, à chaque fois aujourd'hui qu'une boîte fait une levée, une IPO ou autre, quand vous regardez, et on peut parler de tout, des Criteo et tout ça, les changements de marché et autres, c'est pas les prix, les lumières et les projecteurs à un moment donné qui garantissent ça. Donc là, il y a eu ce vrai moment, après le moment où, je le dis, en 2012, à un moment donné, début 2013, au moment de la levée, je pense que je tenais plus... Enfin, j'ai un peu perdu prise et un peu perdu pied avec le réel. Ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est que j'avais une boîte à Orchy et que je vivais aussi à Paris. Et donc, en fait, entre les deux, je trouvais un équilibre, c'est-à-dire que j'étais la star locale quand j'allais à Orchy, mais personne comprenait ce que je faisais. Et ici, j'étais dans l'anonymat total et tout le monde me stimulait, comprenait. Donc, en fait, entre les deux, je trouvais quand même mon équilibre. Et après 2014-2015, j'ai pensé 2 fois à me foutre en l'air. Pour être très clair, j'ai fermé 2 fois les yeux au volant pour aller tout droit. J'ai aussi voulu sacrifier et torpiller mon couple, quasiment, en prenant à un moment donné direction, voilà. J'ai voulu divorcer. Je me vois encore à un moment donné, avec ma femme, on s'est regardé et on avait notre fille dans les bras. On avait une petite fille en parfaite santé, tout allait bien, machin, et on s'est dit comment on fait pour la garde. Et c'est là, ça a fait tilt et je me suis dit mais putain, tu t'es pas marié pour ça. Et puis là, j'ai vraiment complètement perdu confiance en moi, mais vraiment. Et je le dis aujourd'hui, 1 an après la liquidation, 2 ans et demi après la campagne, parce que la campagne, même si ça m'a donné le courage, c'était aussi la campagne électorale, une forme d'échec supplémentaire, et je m'en suis pris des échecs. Et après 2014, on en a essayé des soi-disant pivots, transformations. Je suis allé voir des gens pour racheter, donc c'est que des noms que je me suis pris, donc des claques. N'inquiétez pas que j'en ai pris. Et du coup, j'ai plus du tout confiance en moi, un poids lourd, un poids dur. Et le dernier sentiment que je vais vous donner, c'est en janvier, quand on prononce, alors je reviendrai dedans si ça vous intéresse, mais quand on demande la mise en sauvegarde de la boîte, au tribunal de commerce, ce qui m'a choqué, c'est que la phrase du juge, du président, c'est
le tribunal prononce à l'encontre de la société développement durable multimédia la procédure de sauvegarde. En fait, ce qui est drôle, c'est que c'est pas moi, c'est le développement durable multimédia qui était la société, mais bon, il y avait une fusion entre guillemets entre les deux, même si j'étais pas le seul administrateur dessus. Et ce qui m'a choqué, c'est à l'encontre. Enfin, c'était vraiment contre la société, contre toi, contre. Et là, vous vous sentez non seulement manque de confiance, mais complètement con. Et par contre, ce fameux 9 mai, ce qui m'a complètement fait très très bizarre. Je suis rentré dans le tribunal. J'étais certes avec l'assistance du mandataire, mais j'étais chef d'entreprise. Je suis sorti, j'étais plus rien. Et pourtant, je vous promets que c'est comme si j'avais déposé mes valises aux pieds du président et des juges, et en leur disant « c'est plus mon problème ». Et ça a été très bizarre. Et là, un poids sur les épaules. Et pour la petite anecdote, mais toi tu pourras en parler dessus, pour la petite anecdote, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'avais grandi après, mais physiquement. Et je pense que pendant des semaines, j'étais comme ça, et je suis ressorti, donc j'étais voûté, et je suis ressorti, et j'étais... Ça y est, quoi. J'étais à nouveau moi-même, et depuis un an, je suis en mode reconstruction. Petite question, je vais te ramener au tout début. Alors ça a été mieux. Est-ce que tu sais, rétrospectivement, pourquoi tu voulais entreprendre ? Make a dent in the universe. C'est pas ça qu'ils disent dans... C'était quoi le truc entre Jobs et... Mais non, pourquoi je voulais entreprendre Je pense qu'on entreprend tous parce qu'on est mégalo, parce que la base, un entrepreneur pense qu'il peut résoudre un problème que d'autres personnes n'ont pas résolu ou qui résolvera à minima aussi bien, voire mieux que d'autres. Donc il y a un côté mégalo chez tous les entrepreneurs dessus. Et pour toi, du coup ? Moi, je pense, et ça c'est le sujet, et c'est pour ça que je réfléchis beaucoup derrière, et là c'est la psychanalyse, mais tu m'as dit qu'on n'allait pas en faire. Moi je pense... On va en faire là, mais vous pouvez tous en faire par ailleurs, hein, y a pas de problème. Non, moi je pense que je suis ce type d'entrepreneur qui a un besoin énorme de reconnaissance. Donc voilà, c'est les aspects positifs et négatifs. Maintenant que je le sais, je peux le maîtriser. C'est comme tout, je pense que conscientiser les choses, ça permet d'avancer. Et après, il y a toujours eu cette volonté, et c'est ça le problème. J'ai pas entrepris pour le pognon. J'ai pas entrepris pour l'invention. Voilà, moi c'est reconnaissance. C'est quand les gens me disent ce que t'as fait c'est bien, ce que t'as fait ça me sert, ce que t'as fait ça m'aide. Que vous payez pas, voilà, je m'en fous. Si ça vous aide, si ça vous sert et autres, c'est ça. Et rétrospectivement, effectivement, j'aurais peut-être dû à certains moments aussi plus réfléchir à la complémentarité des équipes dessus. Après, j'ai très vite eu la conscience du devoir entrepreneurial qui était de dire, moi j'ai toujours dit, je suis pas le directeur général, je suis le directeur du développement durable. Et pour assurer le développement durable d'une boîte, les équipes et le pognon. Donc tous les aspects financiers, je les ai toujours eus, même si ça me saoule toujours d'essayer de prendre de l'argent à quelqu'un qui n'a pas envie de payer. C'est à moi de faire le bon produit et de lui donner envie de me faire un don. Alors, pourquoi est-ce que je te propose de faire le focus sur le début ? Parce que je voulais partager un petit peu quelque chose dans cette histoire. Et puis ça m'intéresse vraiment d'avoir ton avis là-dessus. Donc là, je reprends ma casquette de coach, et puis en vrai de psychologue aussi, hein, là-dessus. Il y a des études qui sortent en ce moment qui présentent le fait que 50% des entrepreneurs sont névrosés. Seulement ? Ouais, alors bon, si vous me posez la question, alors moi fatalement j'ai fait 5 ans en psycho, donc j'ai pris largement le temps de dédramatiser tout ça. On est tous à l'âge adulte cabossés d'une manière ou d'une autre. Hein. C'est pour tous ceux qui ont des enfants, c'est très 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 difficile de faire 0 connerie sur le chemin. C'est pas possible. Donc ça donne des adultes un petit peu cabossés. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Je vous encourage tous à faire. Voilà, je suis pas Iron Man, j'ai mes propres fêlures et c'est pas grave. Le truc, c'est que à l'origine de projets entrepreneuriaux, il y a très souvent, alors du coup on peut faire pile ou face, hein, une fois sur deux à minima.
des failles, des choses qui sont pas hyper saines, qui sont un petit peu irrationnelles. C'est OK. Même jusque-là encore, c'est OK. Il n'y a pas de problème. Pour tous ceux qui ont un peu fait l'introspection d'une manière ou d'une autre, ou bien qui ont eu des soignants, comme tu disais, c'est pas un problème du tout. Il faut juste en avoir conscience et puis pas se laisser bouffer par le truc. Là où ça devient potentiellement problématique, c'est quand on ne sait pas, quand on est dupe de ça, quand on se dit oui mais non, moi de toute façon je fais ça parce que je veux faire quelque chose de grandiose, parce que c'est ce que tout le monde devrait faire, moi au moins je suis actif, je suis acteur du monde, je suis pas passif, je quitte la rat race, tout ce genre de choses. Et l'autre problème qui est énorme, et là je salue nos amis de Plug and Play, Lafayette, et c'est rien de personnel, c'est que en réalité, derrière un parcours personnel d'entrepreneur et donc des entreprises qu'il y a derrière qui sont très intimes et qui sont très teintées d'irrationalité, et c'est normal, c'est juste comme ça que c'est fait, le monde et le milieu de l'entrepreneuriat, notamment français, dresse un parcours et un portrait qui est très, 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 très précis et très, très, très homogène. À l'heure actuelle, je vais le faire, là c'est moi qui le dis, hein, c'est pas toi, à l'heure actuelle, un entrepreneur, déjà dans la vraie vie, c'est un start-upper. Il n'y a plus de place pour être entrepreneur. Il faut faire une start-up. Donc ça veut dire tech, gros, croissance exponentielle. Tout le monde va vous dire c'est ça qu'il faut faire. Ensuite, vous êtes un homme blanc, barbu, à basket de 30 ans qui a fait HEC. La diversité, c'est pas un truc qui existe beaucoup. Hein. Voilà, bon, moi, je suis évidemment une caricature de ça. Et en plus de ça, tout ce qu'on attend de vous, c'est très clair. On attend de vous de faire une levée de fonds, de faire un exit, de grossir beaucoup, parce que, et c'est ni bien ni mal, parce que toutes les personnes de l'écosystème ont quelque part un plan. Des investisseurs vont vouloir faire des exits parce que c'est comme ça que le modèle est financé. Des incubateurs, des accélérateurs, des programmes d'accélération vont vouloir que vous embauchiez beaucoup parce que ça crée de l'emploi. Et l'idée, c'est pas de les diaboliser. Ils sont pas méchants, la Plug and Play, ils sont pas méchants, les investisseurs, ils sont pas méchants, les incubateurs. Pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que si vous n'avez pas et ça je pense que tu peux peut-être en parler, une idée très 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 claire de c'est quoi votre rêve, votre projet, celui de vos équipes, le bateau dans lequel vous embarquez, les gens vont décider pour vous. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va vous mettre dans l'entrepreneur de l'année et célébrer vos réussites jusque-là, parce qu'effectivement, ils l'ont dit, moi je le prends avec un angle un tout petit peu filou. Ils disent, on s'en fout de ce que tu vas faire avant, nous ce qui nous intéresse, c'est de ce que tu vas faire après, pardon, ce qui nous intéresse, c'est de célébrer ce que tu as fait jusqu'à présent. Et ce qui est aussi, effectivement, la starification du modèle startup. Donc, ouais. J'insisterai dessus sur 2 points. Le premier, et je pourrais revenir sur l'alignement des intérêts. Moi, j'avais conscience au moment de la levée de fonds qu'il n'y avait pas un alignement parfait des intérêts entre mes investisseurs et moi, mais je m'étais dit, c'est pas grave, la croissance va compenser le truc. Quand il y a la croissance, il n'y a pas de problème. Quand il n'y a pas la croissance, voilà. Et je pense qu'eux aussi en avaient conscience. Et du coup, encore une fois, on dit dans la vie qu'il faut mieux être seul que mal accompagné. No deal vaut mieux qu'un mauvais deal. Vous pourrez jamais checker toutes les cases, tous les trucs de ce côté-là, mais quand vous avez conscience qu'il y a de la poussière et que vous la mettez de côté, et moi, franchement, je prends chacun de vous, je sais vous transformer en boîte qui peut lever, je sais vous transformer en... Venez me voir, j'ai d'ailleurs réfléchi à un moment donné pour me lancer dessus. Voilà, c'est du market. Et pour la petite anecdote, quand j'ai fait la campagne électorale, j'ai fait la même bêtise, entre guillemets, qu'en tant qu'entrepreneur. Et c'est là où ça m'a fait réfléchir. C'est-à-dire que j'ai refusé de me marketer pour avancer. J'ai voulu porter mon projet, j'ai voulu avancer dessus. En fait, non. Il y avait un moment, il y avait un marché, il y avait des choses. Et aujourd'hui, si vous rajoutez pas tech, prop tech, civic tech, il y a pas longtemps, j'ai encore vu un autre terme, machin tech. Je me suis dit, ça existe ce truc-là, parce que c'était assez bon, voilà. Vous avancerez pas de ce côté-là. Et du coup, c'est à vous de voir. Vous acceptez les règles du jeu ou pas. Moi, je les citerai pas, mais j'ai quelques potes qui sont start-upers. Alors après 7-8 ans, quand la boîte fait 1 million, 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires, est-ce qu'on est encore start-upper? Bon voilà. Mais qui ont refusé de lever en me disant non mais ton discours est celui d'un tel, je vais pas citer parce que je sais pas s'ils sont aussi ouverts que moi sur les sujets publiquement, m'ont conforté dans le fait qu'il fallait pas que je lève. Et c'est des potes dont les boîtes avancent et autres,
Et franchement, c'est des potes qui gagneront beaucoup plus de pognon que tous ceux qui ont levé. Ça, il n'y a pas de problème, parce qu'on peut revenir dessus. Deuxième sujet, si vous ne savez pas pourquoi vous entreprenez, comment vous voulez que ça se passe bien au niveau privé. Moi, franchement, bon, après, à 21 ans, c'est compliqué. Enfin, j'ai lancé une boîte à 21 ans. Quelques mois après, je me suis mis en couple et voilà. Et je pense que j'ai entrepris et je me suis mis en couple sans réfléchir sur ce que je voulais et autres. Avec ma femme. Et quand je vous ai parlé tout à l'heure du moment où vraiment je me suis vu divorcer, là, je me suis dit, mais non, mais c'est pas pour ça. Je l'avais fait parce qu'en fait, j'avais un projet de vie, on avait réfléchi et autres. Et aujourd'hui, j'ai cette chance et je sais, et c'est entre autres pour ça que je veux pas aller trop vite dans certains côtés financiers et autres. Ma femme sait que le pognon, c'est pas ce qui m'attire le plus. Donc elle sait qu'entre un choix A et un choix B, je choisirai toujours, non pas par rapport à l'intérêt financier, mais par rapport à autre chose. Et je disais encore il y a pas longtemps à un copain, j'ai 2 enfants, j'ai des trucs, j'ai envie de pas avoir de problème financier. J'ai su ce que c'était que de se demander ce qu'on va faire. C'était à la fin de la boîte le plus dur. Enfin, je vous promets, quand vous savez pas payer, enfin, vous vous demandez comment vous allez payer les activités périscolaires de vos enfants. Vous vous dites, j'ai pas fait le SCP pour ça quand même. Et là, ça fait très très bizarre quand vous vous mettez dans le truc. Alors, parce que vous avez la chance, contrairement à d'autres, d'être éduqué. Donc, quand vous faites un chèque, vous savez qu'il va être encaissé, quoi. Enfin, voilà. Donc, du coup, vous vous dites, j'en fais 2, j'en fais 3, et là, vous faites mes flûtes, quoi, de ce côté-là. Et du coup, effectivement, moi, je considère que j'ai la chance d'avoir trouvé la femme qui me correspond aussi parce que elle accepte ma personnalité et qu'elle sait très bien qu'à un moment donné, je entreprendrai, je pense. Et elle sait aussi que, je me suis promis, je lui ai promis, enfin, j'ai besoin de gagner correctement ma vie, mais mes convictions, mon éthique et autres, plutôt que le pognon, jamais, enfin, ce sera toujours mes convictions, mon éthique devant le pognon, contrairement à d'autres personnes. Je fais pas de jugement de valeur de ce côté-là. Mais si du coup, vous entreprenez pour changer le monde, vous en avez rien à faire de gagner de l'argent et que dans votre modèle de couple, dans votre vie familiale, dans ce que vous voulez, vous avez toujours été la personne qui devait apporter le minimum, qui devait faire ci. Moi, mes parents, ils sont beaucoup plus contents depuis que je suis chez EY. C'est bon. ESCP, entrepreneur, c'était rigolo, c'était compliqué, machin, politique. Oh là là, on en a beaucoup souffert. Là, il est dans un grand groupe, il travaille où ? À la Défense. Personne ne comprend ce que fait EY, je pense encore moins que les startups. Hein. Mais par contre, je coche. Grand groupe, plus de 5000 personnes, la Défense, papa, maman sont contents. C'est tout. Et je sais qu'à un moment ou un autre, alors je vais peut-être pas attendre qu'ils meurent pour réentreprendre, mais je sais qu'à un moment ou un autre, ils vont me dire « T'es sûr ? Pourquoi ? C'était bien ?» Voilà. Et donc, aujourd'hui, je peux m'opposer à mes parents, je peux m'opposer à l'environnement, je veux pas m'opposer à ma femme. Et si, je dis toujours, une start-up, un couple, et malheureusement autour de moi c'est le cas, je pense, et en creusant sur pas mal, j'adapte le truc, première start-up, premier couple pour apprendre dessus. Et aujourd'hui, je sais, entre guillemets, quelles sont les choses. Et moi, entre ma boîte et ma femme et mes filles, je choisirai toujours ma femme et mes filles. Donc, il n'y a pas de problème. Et ça, j'y reviens sur les investisseurs, sur l'environnement et tout ça. Il faut que chacun le comprenne et le sache. Donc, voilà, après... Et en fait, la vérité, pour le tourner d'une manière un peu moins anxiogène, parce que, alors moi, j'adore faire peur aux gens. C'est génial. Je trouve que c'est le point de départ. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut arrêter l'énorme naïveté, donc dire oui, bah écoute, moi ce que j'aimerais te proposer, c'est d'éviter de cracher ta boîte et que ça soit de ta faute. Et puis les 3D, dépôt de bilan, divorce, dépression. Donc ça serait pas mal. Décès. Voilà. Bon, ça c'est effectivement c'est le quatrième. On me l'a dit au tribunal. Hein. On me l'a dit au tribunal. On me l'a dit au tribunal. Ouais. Voilà. Bon, après, il y a plein d'assauts top, second souffle, 100 000 rebonds et autres, mais on me l'a dit au tribunal en France en 2018. Voilà. Absolument. Et on va le tourner de manière positive et de manière très constructive. Soyons clairs, si vous arrivez, en tant qu'entrepreneur, tous autant que vous êtes, à avoir une idée extrêmement claire de pourquoi vous entreprenez, vous,
Pas pourquoi est-ce qu'il faut entreprendre, pourquoi c'est bien, change the world, tout ça, devenez très riche. C'est peut-être. En plus, moi, j'ai pas de sujet avec ça. Si vous voulez devenir riche à millions pour prendre votre retraite à 30 ans, si vous voulez changer le monde, faire un truc monstrueux, il n'y a pas de problème. Donc déjà, ça c'est le point de départ. Essayez de savoir. Si vous le savez, vous avez déjà un temps d'avance énorme sur les autres. Si vous savez ça, si vous savez ce que ça implique, parce que soyons clairs, hein, par exemple, si Elon Musk, ça vous fait fantasmer et vous vous dites « Waouh, moi j'adorerais être un mec comme ça demain qui change le monde », Elon Musk, il bosse 16 heures par jour et il est à moitié fou. Mais il est OK avec ça. Oui. Il est OK avec ça. Soyons clairs. Hein. Moi, j'ai pas de jugement là-dessus. La biographie de Napoléon, il dit « J'ai été heureux 4 jours dans ma vie ». Véridique, hein, vous pourrez aller voir. Ok, si on est conscient, il n'y a pas de problème. Je pars du principe qu'il y a des meilleures vies à vivre, mais bon, après, chacun fait ce comme il veut. Si vous savez ça, et que vous avez suffisamment de connaissances de vous-même pour avoir une vague idée de c'est quoi vos démons, et comment est-ce que vous pouvez influencer dessus, comment est-ce que vous pouvez sortir d'une pensée un peu automatique, non seulement vous vivrez beaucoup mieux votre aventure entrepreneuriale, vous éviterez quelques erreurs du genre fusionner avec sa boîte, ce qui est très dur. C'est très très dur de ne pas fusionner avec sa boîte, surtout quand elle est petite. Et vous éviterez aussi beaucoup de choses qui feront que votre boîte sera en incroyable meilleure santé, de base. Je crois vraiment que l'alignement des fondateurs, déjà avec eux-mêmes et puis entre eux, c'est un indicateur de succès qui est monstrueux. Parce que vous êtes vous-même les principaux moteurs et les capitaines du navire. Et c'est encore pire dans les associations. Ouais. Moi, quand T'étais un ou t'étais Nous, on a été 2, 3, mais en fait, ça fait aussi partie, je pense, rétrospectivement, des difficultés sur la boîte. L'association a toujours fonctionné parce que ultra complémentaire, mais on ne s'est pas assez aligné sur les désirs et les intérêts de chacun. Et moi, quand je coach des gens, j'accompagne, je pose tous les pourquoi, mais le problème est, j'aime bien parfois, au début, un peu séparer les fondateurs pour poser la question à l'un, poser la question à l'autre. Pourquoi tu entreprends ? Après, il y a la question, pourquoi tu fais la boîte ? Et après, il y a la question, pourquoi la boîte existe ? Et là, effectivement, il faut pouvoir fusionner tout ça. Et le problème, c'est que à toutes les étapes de la vie de l'entreprise, si on réfléchit bien à ça, et moi aujourd'hui maintenant je suis complètement ouvert et on en revient sur la fusion start-up cofondateur, théoriquement vous devez vous dire je suis la bonne personne au bon moment dans cette boîte-là. 2 ans après, c'est peut-être plus à moi d'être là, il y a peut-être un des cofondateurs qui peut rester, il y en a peut-être un autre qui peut, tout comme il y en a peut-être un qui peut revenir quelque temps après dessus. Mais on a aussi tendance à croire que tout est linéaire, tout est global, et c'est pas du tout ça. Moi, je peux vous dire que quand j'ai entrepris, mon associé était marié, avait un enfant. 1 an après, il y a eu des jumeaux. Donc, il y avait 3 enfants. Moi, j'étais célibataire. Bon, j'étais en couple, mais sans enfants. Quand j'ai commencé à avoir des enfants, j'ai commencé à le comprendre 4-5 ans avant. Sur les approches et sur ces choses-là. Et là, il y a eu un autre problème, c'est-à-dire que moi, les filles étaient toutes petites, et lui, ces gamins avaient déjà 10-15 ans, et là, c'était plus facile pour moi de voir qu'effectivement, on avait aussi un désalignement d'intérêt sur le temps qu'on voulait passer en famille ou autre de ce côté-là. Et donc, sauf si vous êtes des jumeaux qui tout ensemble, mais sinon, en tant que cofondateur, vous avez tous, par vos passés, vos névroses et autres, des différences, et puis aussi la boîte sur les alignements, voilà. Et après, encore une fois, si vous voulez gagner plein de pognon, vous pouvez entreprendre, c'est une bonne solution, mais c'est peut-être pas la meilleure. Jouer au loto, vous risquez plus de gagner, si vous allez regarder vraiment les bilans et autres, et je rappelle qu'en France, on est théoriquement obligé de publier ses comptes, donc vous pouvez assez facilement voir que les journalistes ne consultent jamais les comptes, sauf les rapports boursiers, de ce côté-là. Et 2, si vous avez envie, moi, besoin de reconnaissance et autres, je me dis qu'en fait, j'aurais dû faire Secret Story, quoi. Voilà. Et donc, je dis toujours en rigolant, si vous savez pourquoi vous entreprenez, posez-vous la question, est-ce que l'entrepreneuriat est la meilleure des manières pour le faire ? Et ça évolue au cours de la vie aussi. Exactement. Ça, c'est vrai. Alors, peut-être, moi j'aimerais bien qu'on se plonge dans la période de reconstruction après le fond de la piscine. Donc tu es au plus bas et tu arrives à te reconstruire.
comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des déclics? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement aidé? Est-ce qu'il y a des choses, sans parler même de conseils, hein, déjà toi, comment ça s'est passé? Comment tu revis cette période-là? Quand j'étais au fond du trou, je me rappelais souvent cette expression, t'es au fond du trou, creuse, tu finiras par trouver une échelle. C'est-à-dire que le plus dur, je pense que c'est, pour rebondir, le plus dur, c'est d'accepter de lâcher prise. Et ça, on peut reprendre l'image de la piscine, parce que tout le monde l'a, mais je sais pas si on fonce peut-être une porte ouverte. Quand on vous dit rebond au fond de la piscine, on voit bien quelqu'un qui tombe à pic, et soit qui tombe là et qui remonte tout doucement, soit qui tombe à pic, qui anticipe le fond et qui prend son impulsion pour remonter. Dans la vraie vie, quand vous entreprenez, vous tombez pas tout doucement pour descendre, vous tombez en vous débattant, et du coup, en fait, vous ralentissez la chute, quoi. Et ça, c'est un vrai sujet. Je crois que, alors là, à creuser pour la prochaine fois, mais le vrai moment où j'ai accepté de lâcher prise, je pense que c'est le moment où je me suis senti suffisamment fort pour rebondir. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit, et ça, la campagne électorale a été terrible. C'est-à-dire qu'avant la campagne, en fait, je me disais, mais de toute façon, tu feras quoi après? Je dis toujours, je me suis très, très bien payé. Les 500 premiers euros à perdre étaient plus durs que de passer en dessous du SMIC. Parce que, enfin, voilà, j'avais plus de 5 000 euros par mois. Au début, on vous retire 200 euros. Vous dites, alors en fait, vous dites plein de choses. Vous dites, mais c'est pas juste travailler encore plus et on veut me retirer de l'argent. Vous vous dites, on était 3 associés, on n'est plus que 2. Je fais le boulot de 4, machin. J'ai déjà fait des économies, des machins. Vous vous dites, mais si je sais plus compter, enfin si j'ai plus de quoi bouffer, en fait, je vais pas savoir bosser. Voilà. À la fin, je vous promets, frugal et autres, avec moins d'un SMIC, ça allait. Et on me disait, tu passes à 0, plus aucun problème. Hein. Quand il fallait passer de moins de 2000 balles à 500 balles, je fais, bah ouais, de toute façon, qu'est-ce que tu veux, quoi. Donc, à un moment donné, il y a cette capacité à lâcher prise, et ça vient de psychologiquement, est-ce que je suis capable ou pas de le faire? Et moi, c'est vraiment la campagne, je pense, électorale qui m'a dit, en fait, t'as encore de l'énergie en toi, mais je vous promets, j'étais vidé. Et du coup, 10 jours avant les élections, j'ai vu que, je pensais faire un meilleur score, mais j'ai vu que je ne serais pas élu. J'ai rassemblé mon board et je leur ai dit, écoutez, je démissionne. J'ai 3 mois de préavis. Je démissionne. Donc, démissionner, enfin voilà, je prenais le risque, clause de bad liver, rien. Je vous disais, c'était vraiment RSA au mieux. Nada. Sauf si vous me donnez le mandat de vendre la boîte ou de la fermer. Et là, mon board m'a dit, écoute, t'es prêt à faire ça combien de temps? J'ai dit, j'en sais rien, mais on va pas essayer de la vendre pendant 2 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait du cash jusqu'à 2020. On était en 2018. Mais c'était de la dette. Donc tous les mois, en fait, on ne remboursait pas ce qu'on aurait dû rembourser. Enfin voilà, en gros, on avait autant de chiffre d'affaires que de dette et un peu moins de cash que de dette. Et du coup, c'est vraiment ce moment-là, quand mon board m'a dit. Et après, ce qui m'a fait là, on me l'a dit plein de fois. J'ai commencé à prendre du recul par rapport à la boîte. Et ce qu'on m'a dit plein de fois, c'est ta boîte est intéressante et autres, mais c'est toi qui m'intéresse. Vous avez tous rencontré des potentiels investisseurs, partenaires et autres qui vous veulent t'es beau, t'es fort, t'es machin. À chaque fois, non. Et là, je me souviens quand quelqu'un m'a dit, bon, il faut qu'on réfléchisse. Ça faisait 2 mois et demi qu'ils étudiaient le dossier, j'avais fait plein de trucs. Et il finit par me dire, écoute, la boîte, on l'a... Je sais pas. Tu nous laisses encore 2-3 mois. Par contre, un truc est sûr, hein, toi, dès que t'arrêtes, viens me voir. Hein. Et là, j'arrive pas à l'expliquer. Décembre, au téléphone, je dis à la personne, ça veut dire que tu me proposes un job? Oui, enfin, si t'es libre et machin, si t'as envie de venir travailler. Je fais, bah écoute, là, donc, pour moi, t'es une de mes dernières pistes. Si tu me dis que tu t'as pas le temps d'étudier, moi j'arrête. Donc, est-ce que on peut se revoir dans 3 mois pour un boulot? Et en fait, finalement, il m'a dit, voyons-nous dans 15 jours pour acter. Et là, j'ai décidé d'avancer. Et la capacité à rebondir, ça a été ça, sur des petits signaux, entre guillemets. D'abord, lâcher prise. Et quand quelqu'un vous dit, je suis prêt à t'embaucher, je vous promets que la première signature de mon premier contrat de travail, en dehors de mes jobs étudiants, ça m'a quand même fait un peu bizarre. Et après, y a aussi le mandataire, finalement, avec qui ça s'est très bien passé.
Alors j'ai eu la chance, j'avais pris parmi les meilleurs avocats de la place, cabinet américain, machin et autres, qui coûtent cher. Mais bon, n'oubliez pas que quel que soit le prix de la merde, ça reste de la merde. Donc apprenez à payer cher aussi parfois. Mais soyez exigeants du coup. Quand le mandataire m'a dit, mais attendez, le dossier, tout est bien géré, ça avance, machin. Tout ça, ça m'a permis d'avancer progressivement. Mais finalement, et ça c'est super important, il n'y a pas de déclic, je pense, il n'y a pas de déclic dans le rebond. C'est-à-dire que là, je me rends compte quand je vous parle que je vais bien mieux qu'il y a 6 mois. Enfin, c'est en me testant progressivement et je vais reprendre l'image de la piscine. Je suis tombé, mais vraiment très, 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 très bas. J'ai l'oxygène et je me vois, mais il n'y a pas de palier, quoi. C'est pas, franchement, c'est aussi ça. C'est pas comme le truc là dans Interville où vous montez progressivement et vous vous dites, je peux le rater là. Ça va être visuellement bien dans le podcast. Ouais, c'est pas grave, mais il voit bien le truc dans Interville, vous savez, où c'est toujours les pompiers qui gagnent là sur la grande rampe. Et là, ça fait vraiment vieux con Interville. Exactement. Je viens de me dire aussi que je suis vieux là. et donc du coup, je pense vraiment qu'il n'y a pas de palier et que vous remontez progressivement. Aussi porté par votre environnement. Et l'image de l'eau est très bien parce que c'est ton environnement qui te porte. Alors, moi, j'aimerais vous partager un petit tips qui est très utile. Alors, il fait un peu froid dans le dos, hein, c'est pour la première fois qu'on le fait. Parce que c'est vrai que c'est valable dans le business, c'est valable dans la vie, c'est valable dans les startups. Il y a très peu de choses qui se font par palier ou par déclic. Il y a beaucoup de choses qui se font progressivement, qui sont une espèce de courbe, c'est lent. Tous ceux qui ont déjà lancé une stratégie de contenu savent qu'en général, au début, c'est la traversée du désert lourd, etc., etc. Et globalement, personne ne n'est musclé. Hein. Il y a beaucoup de travail. Un exercice que vous pouvez faire pour votre boîte et pour vous-même, c'est de vous dire, là, si je verrouille absolument toutes les variables, tout ce qu'on est en train de faire, et que je me contente, dans ma vie de start-upper, vous pouvez le faire dans le perso aussi, hein, de laisser dérouler l'équation et donc de laisser la courbe là où elle va. Dans 3 ans, est-ce que je suis content ou est-ce que je suis pas content ? Faites cet exercice et vous pourrez voir. Alors ça garantit pas tout, hein, parce que y a effectivement des choses très exogènes. Si demain Google change l'algorithme, peut-être que ça va vous faire un petit peu mal, mais ça va vous permettre de vous poser la question de quand vous êtes dans une période qui est très difficile et que vous êtes en train de remonter. Si vous vous dites, oui, c'est vrai, là je me sens beaucoup mieux, ou bien le business va mieux qu'il y a 1 mois, et qu'il y a 2 mois, et qu'il y a 3 mois, probablement que la courbe est positive, et que donc ce que vous pouvez en retenir, c'est patience. Patience, va falloir continuer sur cette ligne-là, mais on remonte, ça va bien, ou la courbe est bonne. À l'inverse, si vous trouvez que c'est pas dingue ce qui se passe, et qu'il y a 1 mois, c'était pas dingue non plus, et qu'il y a 2 mois, c'était pas dingue, point de vue business, ou point de vue l'entente avec votre associé, par exemple, ou des choses comme ça, si vous faites rien de différent, ça va passer de pas dingue à pas dingue du tout, à très nul, à affreux. Et quand on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Donc faites cet exercice, je vous conseille. Et en complément, parce que je sais pas si c'est très clair quand ça va mal, typiquement, arrêter de bosser sur certains points de sa boîte. Moi, la boîte coulait. Quand j'ai dit j'ai dû lâcher prise, à un moment donné, c'est de se dire stop, on arrête ça, quoi. Parce qu'en fait, je maintenais artificiellement le truc. Et paradoxalement, ça nous a permis, typiquement, il y a un truc, j'ai accepté de mettre en place un partenariat que je voulais jamais mettre en place avec un co-compétiteur, quoi, concurrent ou collaborateur, machin. Et en fait, c'est ce qui nous a permis de sauver les actifs 1 an après, quoi. Mais j'avais l'impression de commencer à torpiller la boîte. Mais en fait, ce que je faisais depuis 4 ans, c'était d'essayer de sauver la boîte en tant qu'entité standalone. Là, j'ai décidé, entre guillemets, de sauver la valeur ajoutée qui avait été créée par la boîte. Et du coup, j'ai complètement repensé le truc, quoi. Donc, parfois aussi, quand vous vous débattez pour rien, ne plus rien faire, c'est faire quelque chose de mieux. Alors on va s'arrêter là avant de passer à la partie de questions. Petit chapitre pour ceux qui vont nous écouter et qui étaient pas là aujourd'hui. S'il y a des gens qui veulent te parler parce qu'ils ont envie de prolonger la discussion avec toi, on les envoie où ? Ils te connectent par quel bout et de quelle manière ? LinkedIn, Facebook, prénom.nom@gmail.com, ce qu'ils veulent. Ok, je te remercie beaucoup et puis on va s'arrêter là. Merci d'avoir écouté cet épisode.
Si ça vous a plu, abonnez-vous à Yaniro Podcast sur votre application de podcast. Également, si vous écoutez sur iTunes ou Apple Podcast, laissez un avis 5 étoiles. En plus de nous faire vraiment plaisir, les avis 5 étoiles sont la meilleure manière de faire grandir le podcast. Enfin, si vous ne voulez rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner à la newsletter Yaniro en allant sur le site www.yaniro.co. Merci beaucoup et à dans 2 semaines, lundi, pour le prochain épisode.